Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'expatriation sans filtre. Je suis Karine, coach et spécialiste de l'expatriation. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui touche absolument tout le monde, le logement et plus particulièrement le logement à l'étranger. Parce qu'avant de penser au climat, aux plages paradisiaques ou même à votre futur travail, il y a quand même une question fondamentale qui concerne à peu près tout le monde, où est-ce que vous allez dormir? Et croyez-moi, mal gérer cette étape peut transformer votre rêve en véritable cauchemar. Désolée pour l'analogie. Je vais vous partager donc ici les 5 étapes clés pour trouver un logement sereinement, éviter les pièges et surtout ne pas vous faire avoir. Parce que quand on est un étranger dans un autre pays, on peut facilement être pris pour un pigeon. Étape numéro 1 du processus, comprendre le marché local. Chaque pays a vraiment ses propres règles du jeu en matière de logement et ce qui vous paraît logique en France peut être complètement différent ailleurs, voire complètement lunaire à vos yeux. Je vais vous citer plusieurs exemples. Aux États-Unis, par exemple, donc vous ne pouvez quasiment rien louer sans ce qu'on appelle un credit score, donc un score de crédit, une sorte de note financière qui prouve que vous payez vos dettes à temps. Et quand on débarque comme nouvel arrivant, eh ben devinez quoi, on a un score inexistant. Il n'est pas de zéro, il est juste inexistant. Résultat, beaucoup de propriétaires refusent de vous louer un logement. Donc bon courage pour en trouver un. Disons que c'est faisable bien sûr, mais il faut être au courant de ça et savoir comment ça fonctionne. Autre exemple, à Maurice, on vous demande parfois plusieurs mois de loyer en avance. Je vous rassure, ça ne m'est encore jamais arrivé, mais ça peut éventuellement se produire. Donc imaginez que vous devez sortir d'un coup 6 mois ou un an de loyer. Pour beaucoup, ça représente quand même un budget énorme qui n'est pas forcément prévu. Là encore, c'est bien de le savoir à l'avance. Dernier exemple ici, au Japon, il existe la fameuse clé d'argent, key money, qui est une somme que vous versez au propriétaire et dont vous ne reverrez jamais la couleur. Ce n'est ni une caution ni une avance sur loyer, c'est simplement un usage culturel. Eh oui. Si vous ne vous renseignez pas avant, vous pouvez donc vite être pris au dépourvu. Donc mon conseil ici, c'est avant de partir, allez voir sur les sites locaux, discutez avec des expatriés déjà installés, prenez des retours d'expérience, là au moins vous saurez ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce que les uns et les autres ont pu vivre, ou contactez même des agences locales pour comprendre les pratiques courantes dans votre pays d'expatriation. Ça vous évitera de mauvaises surprises, bien des déconvenues et des problèmes financiers ou administratifs. L'étape numéro 2 pour trouver votre logement à l'étranger lorsque vous vous expatriez, c'est identifier et repérer les arnaques qui vont être de l'ordre du classique. Soyons clairs, un expatrié est souvent une cible de choix pour les arnaqueurs. On a souvent écrit pigeon sur le front et c'est plutôt facile d'être repéré lorsque on lève le nez, qu'on ne sait pas où on est et qu'on a l'air perdu. Vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous avez besoin d'un logement rapidement de préférence et vous n'avez pas forcément les bons repères, vous n'avez pas les mêmes codes comme à la maison. Voici les arnaques les plus fréquentes que vous pouvez trouver. Ce n'est pas une liste exhaustive, vous savez que les arnaqueurs sont toujours très imaginatifs et redoublent vraiment d'efforts pour trouver de nouvelles combines. Alors, on a d'abord les photos volées. On vous montre un appartement magnifique qui n'existe pas. Qui n'a pas déjà entendu parler de personnes qui sont parties en vacances, qui avaient réservé un superbe hôtel et qui, une fois arrivées, se retrouvent face à un champ complètement désert. Les loyers aussi anormalement bas. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est, ça n'existe pas ou qu'il y a forcément un couac quelque part. La demande de virement aussi avant même la visite. Alors ça, c'est une arnaque classique, y compris en France, surtout par des propriétaires qui disent être à l'étranger et qui vous demandent de payer une avance pour garder le logement ou simplement même pour vous faire visiter parce que des fois que vous soyez un danger public pour leur logement, vu qu'ils ne sont pas sur place. Enfin bref, vous voyez l'idée. Donc vraiment, ne vous laissez pas amadouer par ce genre de choses. Renseignez-vous sur le marché pour savoir combien coûte quel type de logement en moyenne, savoir à quoi vous attendre et quelles sont les pratiques les plus courantes en termes de paiement notamment.
Mon conseil est relativement simple, ne versez donc jamais un centime tant que vous n'avez pas signé un contrat officiel et que les clés ne sont pas dans votre main. Ça paraît évident, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui font confiance et qui se font avoir. Et je ne suis pas exempte de ce genre de choses, hein. Et encore mieux, si vous pouvez, si possible, privilégiez une visite en personne plutôt ou par quelqu'un de confiance sur place si vous-même vous n'êtes pas déjà sur place avant de vous engager. Ça évitera également bien des déconvenues et au moins vous aurez vérifié que le bien existe, qu'il est bien géré par la personne qui dit le gérer, que ce soit une agence ou le propriétaire et au moins vous savez à quoi vous en tenir. Étape numéro 3, utiliser les bons canaux. Qu'est-ce que j'entends par là? Les bons canaux, c'est ce qui va faire toute la différence entre une recherche chaotique et une recherche efficace. Vous allez avoir les agences locales, par exemple, elles connaissent vraiment bien le marché. Mais attention, toutes ne sont pas sérieuses, ça va de soi, il y a des escrocs partout, même dans les organismes les plus officiels. Privilégiez donc les agences qui ont vraiment pignon sur rue et demandez des recommandations éventuellement à d'autres expatriés, d'autres personnes qui connaissent vraiment le lieu. Vous avez également tout ce qui est groupe Facebook d'expatriés. Alors là, c'est vraiment une mine d'or, une mine d'informations, même s'il y a toujours à boire et à manger et que tout le monde n'a pas la même expérience dans un même pays, voire même dans les mêmes villes de ces pays. Mais vous allez voir que sur ces groupes, les gens partagent souvent leurs bons plans, leurs retours d'expérience bien sûr, et donc parfois même des logements à reprendre. Il y en a qui s'en vont, qui veulent éviter parfois 3 mois de période transitoire. Donc vous reprenez le bail, comme ça ils peuvent partir directement et ça peut fonctionner comme ça. Donc vous pouvez trouver des bons plans, et là vous êtes sûr au moins que le logement existe puisque la personne en question était déjà dedans. Mais vous pouvez aussi apprendre, de nombreuses choses sur ce qui est arrivé aux uns et aux autres. Donc ça peut être des mésaventures, malheureuses, mais ça peut aussi être des choses positives, des expats qui vont vous dire: «Ah bah, moi, j'ai travaillé avec telle agence, j'ai trouvé mon logement grâce à eux, ils sont super, ils sont réactifs, je vous les recommande». Donc là, au moins, ça vous permet de savoir que l'agence en question est sérieuse et que vous pouvez foncer. Et vous avez également donc les plateformes spécialisées telles que Housing Anywhere ou Spot Home, Idealista donc qui sera plutôt pour l'Espagne, Se Loger ou Le Bon Coin en France que vous connaissez certainement. Ces sites sont souvent beaucoup plus sécurisés qu'une simple annonce sur un forum un petit peu obscur. Vous imaginez chercher une annonce par exemple en France, vous avez l'habitude, vous allez aller sur Se Loger, sur Le Bon Coin ou sur des sites d'agences immobilières, et ben imaginez que vous tombez sur une agence, pardon, sur une annonce de logement, sur un site, dont vous n'avez jamais entendu parler, il y a peu de chances que vous fassiez confiance. Et ben, faites la même chose à l'étranger. Renseignez-vous sur les sites, sur lesquels les gens recherchent généralement des annonces, qui sont donc des sites de confiance, type Le Bon Coin, hein, aussi, ou allez directement sur les sites des agences immobilières pour être sûr, au moins pour votre premier logement, pour être sûr de ne pas faire de cagade et que, vous trouviez vraiment quelque chose qui existe et qui n'est pas une arnaque. Donc ici, une petite astuce, c'est si vous trouvez un logement qui vous plaît, demandez toujours à entrer en contact avec un ancien locataire. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de vérifier que tout est vrai et d'avoir un retour honnête. Et c'est ce que je vous disais, si jamais vous prenez la suite d'une personne qui ne veut pas faire les 3 mois de préavis, par exemple, qui a besoin de partir tout de suite, vous reprenez le bail et là, vous êtes sûr d'avoir le logement. C'est un petit peu le même principe. Étape numéro 4, prévoyez une solution temporaire. Alors ça va un petit peu de soi dit comme ça, mais c'est une erreur que je vois assez souvent, des gens qui signent pour un logement permanent sans jamais avoir vu le quartier, ni l'appartement, ni même avoir mis le pied dans le pays. Résultat, mauvaise surprise à l'arrivée et spoiler alerte, ça m'est arrivé aussi. Ce que je vous recommande ici, c'est de toujours prévoir une solution temporaire pour le début. Tel un Airbnb, un appart-hôtel, une colocation de courte durée, un hôtel aussi tout court, suivant des pays. Ça peut être très intéressant malgré tout d'aller à l'hôtel qui ne sont
pas forcément cher si vous allez dans un pays moins cher qu'en Europe. Donc ça peut sembler être une dépense en plus, mais en réalité, ça vous offre du temps et surtout de la liberté pour chercher sur place, où vous pourrez mieux vous rendre compte de la réalité du terrain et vérifier par vous-même que les biens existent comme on vous l'a dit et vous rendre compte par vous-même également de leur état réel. Donc là, vous pouvez au moins visiter, comparer, rencontrer les propriétaires et ou les agents immobiliers et surtout bah, sentir l'ambiance du quartier avant de vous engager, voir si ça vous convient. Enfin bref, comme vous feriez si vous étiez en France, ni plus ni moins. Étape numéro 5 et dernière étape de notre série, négocier et sécuriser le contrat, donc le bail. C'est vraiment l'étape finale, c'est la signature du bail et c'est là que beaucoup se font avoir. Pourquoi? Bah parce qu'on ne lit pas forcément toujours tout, qu'il peut y avoir des clauses auxquelles on ne fait pas forcément attention, qui sont à la limite de clauses abusives parfois. Et puis, comme on est dans un pays étranger, on ne sait pas forcément, quelle est la législation, quelles sont les réglementations, hem, quelles sont les pratiques et donc on se dit: «Bon, ben, si c'est dans le bail, c'est que c'est normal, je suis pas en France, le pays, ici ça fonctionne différemment, donc bon, ben, je me laisse porter». Mais ceci dit, il y a quand même quelques points à vérifier absolument. Est-ce que, par exemple, et ça c'est universel, les charges, eau, électricité, internet, bref, poubelle, tout ça, sont incluses ou non et dans tous les cas, comment ça fonctionne, dans votre pays, visé? Est-ce qu'il y a une clause d'indexation qui peut faire grimper le loyer, comme c'est le cas en France avec l'indice annuel de INSEE? Que dit exactement la partie sur la durée du bail et les conditions de résiliation? Est-ce que vous avez une durée minimale? Est-ce que c'est une sorte de CDI, de bail donc en CDI? Est-ce que vous avez un préavis et si oui, de combien de temps est-il? Est-ce qu'il est négociable ce préavis? Est-ce que quelqu'un peut reprendre éventuellement le bail si jamais vous avez besoin de partir plus tôt que la durée de préavis? Est-ce qu'il y a une caution à donner? Est-ce que vous reverrez la couleur de votre caution? Toutes ces questions, c'est des questions, qui ont fini par émerger lorsque nous étions à Maurice notamment, parce qu'on a découvert que même si on payait une caution et qu'on rendait le logement, vraiment, impeccable et dans les règles, c'est-à-dire, avec un préavis tout à fait respecté, 95 du temps, les gens ne revoient jamais leur caution parce que les Mauriciens sont des profiteurs. À ce niveau-là, il faut dire ce qui est, ils profitent, ils se disent: «Il y a une caution» et puis, la législation étant ce qu'elle est, c'est pas très grave s'ils vous la rendent pas, ils risquent pas grand-chose, ils vont toujours trouver quelque chose pour vous dire: «Ah bah non, je garde la caution». Il faut savoir également que le bail, à Maurice, c'est généralement 1 an, qu'ensuite il faut renouveler. C'est pas à la française, c'est-à-dire que ce n'est pas, renouvelé de manière tacite. Il faut re-signer un bail ou en tout cas signaler que l'on veut rester, donc il y a une démarche à faire. Le préavis est bien souvent de 3 mois quoi qu'il arrive. Là, même combat, si jamais, il y a pas d'obligation à ce que le propriétaire accepte que quelqu'un reprenne votre bail et que vous ne payez pas les 3 derniers mois. Il peut vouloir faire un coup double, vous trouvez quand même quelqu'un qui reprend votre bail et vous payez aussi les 3 derniers mois. Donc pendant 3 mois, il a double loyer et c'est parfaitement OK puisque la législation, ne dit pas le contraire. Donc ça, c'est vraiment, c'est à la fois si facile de trouver un logement, c'est pas comme en France où il faut, montrer, limite, à quelle heure on va aux toilettes, mais c'est, tout aussi facile pour le propriétaire, de faire ce qu'il veut en fait, avec votre bail, votre argent, votre loyer, bref voilà. Il peut, vous enquiquiner, pas mal. Donc renseignez-vous bien sur la façon dont ça fonctionne dans le pays, dans lequel vous aimeriez vous expatrier. Un conseil pratique ici, faites traduire le contrat si jamais vous ne maîtrisez pas la langue locale. Je pense, je sais pas, à des pays d'Asie, où on parle thaï, khmer, vietnamien, l'indonésien, enfin bref, voilà, ce genre de langue. Si jamais ce n'est pas rédigé en anglais et même que si c'est rédigé en anglais, vous ne comprenez peut-être pas tout, donc faites traduire le contrat si vous n'êtes pas sûr ou adressez-vous à quelqu'un qui pourra, faire la traduction, l'interprétariat et vous expliquer de quoi ça cause exactement. Prenez des photos également et ou des vidéos de l'appartement le jour où vous entrez. Faites pas juste un état des lieux où vous cochez des cases avec, l'agent ou le propriétaire. Prenez bien des photos et des vidéos qui serviront plus de preuves, en fait, le jour où vous partirez. Parce que comme je vous l'ai dit, dans les pays souvent ce sont les pays plus pauvres que, l'Europe,
les propriétaires vont être hyper sur le qui-vive et vont tout faire pour ne pas vous rendre votre caution, voire vous demander encore plus d'argent. Parce que, bon, clairement, vous êtes blanc, donc vous êtes riche dans leur tête, hein. Je simplifie, mais c'est un petit peu ça. Donc vraiment, prenez des preuves, ça pourra vous couvrir un minimum et on ne pourra pas vous la faire, quoi. Et enfin, gardez tous les échanges et preuves de paiement, comme ça, vous avez de quoi dire que vous êtes à jour, que vous n'avez, aucun retard, que vous avez tout fait dans les clous, que vous ne devez rien à personne. Pire des cas, vous revoyez pas votre caution et puis bon, c'est tout, j'ai envie de dire et on ne vous embêtera pas plus. Donc en tout cas, d'un point de vue légal, le bail, c'est ce qui vous protège, mais ça ne veut pas non plus dire que, hem, ce sera comme en France où, le propriétaire a quasiment toujours l'obligation de rendre la caution. C'est presque à lui de démontrer que l'appartement ou le bien a été endommagé par les locataires pour ne pas vous rendre l'intégralité de la caution. Bien que bon, rares sont les locataires qui vont, mettre un propriétaire au tribunal parce qu'il leur a pas rendu, un mois de loyer. Mais voilà, sachez que vous êtes un étranger dans un autre pays et que vous êtes un petit peu, en position, d'infériorité, vous n'êtes pas chez vous et donc voilà, rappelez-vous que toujours que les locaux vont se serrer les coudes, et que, il vaudra mieux vous plier, à leur façon de faire, même si ça va à l'encontre de toute morale, à laquelle on a l'habitude. Bref, ne signez jamais un document dans tous les cas que vous ne comprenez pas à 100%. Ça vous évitera, bien des déconvenues. Donc, vous le voyez, trouver un logement à l'étranger, c'est pas, une simple formalité, ça va être la base de votre stabilité, de votre sécurité et aussi de votre intégration. Le but, c'est que vous vous sentiez bien dans cet endroit que vous aurez choisi pour vivre, parce que si le monde extérieur est un petit peu difficile à gérer dans les premiers temps, vous aurez au moins ce cocon pour vous retrouver, vous recentrer et repartir de plus belle, le temps de bien vous adapter. Si vous vous précipitez, vous risquez d'avoir des problèmes financiers, légaux, relationnels éventuellement avec propriétaires et ou agents, et même des problèmes de confort au quotidien. Ça peut vous gâcher vraiment la vie et le moral. En revanche, si vous suivez ces 5 étapes que l'on vient d'évoquer, et d'autres encore, bien sûr, ce n'est pas forcément exhaustif, vous mettez un maximum de chances de votre côté pour démarrer votre expatriation dans de bonnes conditions, sur le bon pied. Et pour aller plus loin, sachez que dans mon programme Easy Expat, je consacre un module entier au logement avec des checklists prêtes à l'emploi, des modèles de contrat et surtout toutes mes astuces après cette expatriation. Donc merci infiniment de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis si le podcast vous aide, vous plaît. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de l'expatriation sans filtre.